Bon, alors en fait, effectivement, quand on a préparé un petit peu cet atelier, on s'est dit comment onboarder les parties prenantes. Parmi les parties prenantes, effectivement, il y a les fournisseurs et on sait ô combien ils sont importants. Donc, chez Chantel, on a deux typologies de fournisseurs, hein. On a les fournisseurs de matières premières, c'est les fabricants typiquement de dentelles, de mailles, d'élastiques, d'accessoires qu'on a pu évoquer également dans l'atelier précédent. Et auprès de qui on achète, hein, puisque une des particularités de l'entreprise Chantel est de fabriquer une partie non négligeable des produits de lingerie-corsetterie des marques du groupe dans ses propres usines. Donc, on va directement chercher les composants, hein, chez les fournisseurs. Et puis, on a une deuxième typologie de fournisseurs, c'est les confectionneurs, parce qu'on ne sait pas tout faire par nos propres moyens, et on achète également des produits finis, comme certains, j'imagine, d'entre nous, autour de la table. Ces fabricants nous apportent des savoir-faire différents, toujours dans le cadre déterminé avec eux, mais ils nous apportent des compléments de produits. Alors, ce qui nous est, l'expérience qu'on a vécue, c'est qu'on avait la possibilité de capitaliser sur des bases solides, puisque ces partenaires, ces fournisseurs, on a cherché avec eux, sans véritablement le déterminer, mais c'est clairement ce qui s'est imposé, on a appliqué des principes relativement simples de longue date avec eux. D'abord, on en limite volontairement le nombre, parce qu'on est assez convaincu que pour pouvoir faire des choses avec eux, si on a un panel de fournisseurs trop étendu, on n'est pas en mesure de pouvoir rentrer dans les détails avec eux et potentiellement travailler au quotidien, et cela même avant l'éco-conception, sur des vrais projets avec eux. On travaille en transparence avec eux, c'est-à-dire qu'on s'est aussi quelque part interdit depuis assez longtemps d'avoir de l'intermédiation. Être au contact avec eux en allant les visiter hyper régulièrement, ce qui est aussi un des fondamentaux chez nous, pour pouvoir savoir comment ils fabriquent, où ils fabriquent, par quels moyens ils fabriquent. Ça a été effectivement pour nous une opportunité de capitaliser sur ce point. Depuis aussi de longues années, on cherche à exprimer des exigences qualité, mécanique, des process relativement clairs avec eux. Et ça, c'est aussi, on le pense, relativement favorable pour pouvoir amener de la durabilité dans les produits, parce qu'en ayant des critères qualité bien déterminés, on est en mesure de pouvoir quelque part proposer des produits qui vont durer. On fait très attention depuis très longtemps à connaître la structure juridique de ses partenaires. On a des critères, alors c'est des sujets qui ont été abordés également, on a des critères relativement clairs sur le niveau d'atteinte que l'on souhaite avoir, notamment en matière de sécurité et de santé des consommateurs, avec les certifications comme Cotex, le respect de la réglementation REACH. Avec nos partenaires confectionneurs également, et ça contribue quelque part de l'éco-conception aussi. On s'assure de critères sociaux, on s'assure qu'ils sont régulièrement audités, on prend connaissance de ces audits, on identifie d'éventuels plans d'action à mettre en place et on s'assure de la mise en place. Donc ça, c'était vraiment les fondamentaux sur lesquels, quelque part, on s'est dit, on peut partir là-dessus. Et on a reformalisé toutes ces attentes, tous ces critères. On a gravé dans le marbre la connaissance mutuelle des uns et des autres. Et en préalable de rentrer dans une logique d'éco-conception, d'aller dans le détail des matières, on a reformulé, on a écrit une charte d'achat responsable avec eux et son corollaire, le code de conduite. Et ça, c'était, selon nous, relativement important, parce que même si ça semble parfois assez naturel de demander des engagements auprès des fournisseurs, si on ne donne pas de sens au travers d'une charte achat responsable, si on ne demande pas des engagements et que les engagements ne sont pas pris de façon mutuelle, c'est assez difficile d'aller dans l'étape suivante. Donc, comme je disais, on a, avec ces fournisseurs, rédigé une charte achat responsable. Ça permet d'aligner, je dirais, les engagements RSE de l'entreprise Chantel avec ce qu'on souhaite construire avec nos fournisseurs.
et on a établi un code de conduite. Et ça, c'était excellent, et c'est excellent, je dirais, pour onboarder les fournisseurs, parce qu'on donne du sens. Et donc, du coup, ensuite, on peut vraiment aller dans une voie qui permet de favoriser l'éco-conception. Donc ça, c'est la partie fournisseur. Mais les parties prenantes, ce n'est pas uniquement les fournisseurs, Marie, c'est aussi d'autres relations, c'est les équipes en interne, c'est les partenaires commerciaux. Et peut-être que tu peux en dire quelques mots. Oui, en fait, effectivement, avec Dominique, on s'est dit qu'il y avait, enfin, comment dire, quand on a démarré notre démarche RSE au sein du groupe de manière un peu officielle, les fournisseurs, c'était la base pour pouvoir enfin, faire tout ce que Dominique a dit, donc au travers de nos matières premières, enfin, pour nos produits. Mais évidemment, une autre composante primordiale pour entamer une démarche d'éco-conception, c'est aussi d'embarquer les équipes internes. Et du coup, c'est pour ça que on a décidé assez rapidement de se faire accompagner d'une consultante externe enfin, dans l'objectif de vulgariser enfin, tout ce qu'il y a à savoir sur les matières, sur les labels, sur les méthodes de travail à adopter, dans l'objectif justement enfin, de nourrir au maximum à la fois les achats, le marketing, enfin, les équipes style, le modélisme, pour que tout le monde ait un peu ce même niveau de connaissance et puisse être à l'aise à travailler sur les notions d'éco-conception. Alors, bien évidemment, le fait de travailler avec une consultante externe, disons que nous, enfin, la particularité de notre industrie sur la corsetterie, le fait qu'on est multicomposants, etc., enfin, c'est des produits très complexes et très spécifiques. C'est sûr qu'à partir de cette première étape qui a été d'avoir des connaissances, on va dire, globales et généralistes, l'idée, c'était ensuite d'approfondir et d'adapter en tout cas ce vernis de connaissances à notre industrie. Donc, c'était plus un travail interne d'adaptation des connaissances. Je voudrais vous parler aussi enfin, sans être exhaustif aujourd'hui sur toutes les parties prenantes, il y a une dernière population que je trouve qui est très intéressante d'embarquer et on l'a vu assez récemment par rapport on va dire, aux problématiques internes et fournisseurs qui étaient des problématiques initiales. C'est le sujet de donner aussi des connaissances à la force de vente. Pourquoi en fait, Chantel, c'est un groupe qui a bien évidemment un réseau retail, mais aussi une grosse partie de son business sur le wholesale. Et du coup, face à nous, en tout cas, les commerciaux rencontrent plusieurs typologies de distributeurs. On fait face à des grands magasins. On travaille avec des grands magasins qui, eux, ont généralement un cahier des charges assez exigeant. Et du coup, ça nous pousse à être vraiment exhaustif dans le niveau d'information qu'on va pouvoir délivrer à ces grands magasins pour rentrer dans leurs critères et être mis en avant lorsqu'ils font la mise en avant de l'éco-conception. Euh, D'autre part, du coup, on travaille aussi beaucoup avec des magasins de détail. Et du coup, là, on va chercher, sachant que le ou la détaillante en général a pas forcément beaucoup de temps en magasin, en rendez-vous client, le commercial, il doit être assez impactant. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment délivrer des informations factuelles, précises et enfin, faciles à comprendre. Donc, en fait, on a un peu ces deux types de clients avec lesquels on travaille. Du coup, c'est pour ça qu'on travaille à fournir pareil, un vernis de connaissances à notre force de vente et que, notamment, moi, en tant que chef de produit, je suis en contact avec les filiales et du coup, je me rends compte que c'est des problématiques de plus en plus récurrentes, de venir nourrir les filiales. Et du coup, on travaille notamment en interne à rédiger des FAQ pour aider les commerciaux à être équipés en connaissances. Voilà. Donc, après avoir
mis comment dire, ces bases, ce cadre, ces engagements mutuels et puis porter à la connaissance des parties prenantes les ambitions qu'on pouvait avoir autour de l'éco-conception. On est rentré dans le vif du sujet, effectivement, pour identifier les matières qui pouvaient servir et que l'on pouvait utiliser pour présenter des impacts environnementaux plus faibles que les générations de produits précédentes. Donc, le fait d'être en relation, comme un certain nombre d'entre nous, avec les fabricants de matières, on a travaillé à dresser un état de l'art, des connaissances et des solutions alternatives qui sont plus ou moins impactantes pour l'environnement. Alors, elles arrivent au fil de l'eau, en fonction des familles de produits, dentelles, mailles, etc. Dans la mesure où on a un nombre de partenaires qui est relativement limité, effectivement, on a pu partager sur leurs propres initiatives, celles qu'ils étaient en train de travailler, celles dont ils avaient potentiellement connaissance. Et puis, de façon la plus simple, la plus pragmatique possible, on a essayé de déterminer les options techniques réalistes qui pourraient... que leur savoir-faire pourrait amener avec la contribution de leurs propres fournisseurs. Parce que la principale problématique dans les matières textiles, on a pu le voir, c'est la disponibilité des fils, en fait. Et en fonction des applications de fils que l'on va avoir, il n'y a pas forcément l'intégralité du catalogue de fils utilisés sur les matières qui n'ont pas été éco-conçues. Il n'y a pas forcément l'intégralité des solutions alternatives sur des composants qui ne sont pas textiles, sur des produits de teinture. Et donc, on a pris conscience que quelque part, il fallait peut-être également aller au contact des fournisseurs de rang 3. Rang 3, c'est les fabricants qui livrent nos fabricants de matières. Donc, la compréhension des procédés de production, les éventuelles avancées techniques qui peuvent voir le jour, ça, c'était vraiment le schéma. Quand on veut, par exemple, avoir un fil particulier avec des caractéristiques mécaniques qui sont alignées avec les besoins d'usage qu'on a l'habitude de proposer à nos consommatrices et qui n'est pas encore disponible, si on n'a pas le contact avec le fournisseur de rang 3, si le fournisseur de rang 2 n'évalue pas les possibilités techniques d'utiliser ce fil qui est en cours de développement, et si de la même façon, il n'y a pas un engagement de la marque pour vraiment pousser ce projet et aller jusqu'à la commercialisation, on est rarement en mesure de pouvoir achever en fait cette approche. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a, je dirais, animés et ce qui nous anime aujourd'hui au quotidien, c'est aller déterminer quelles seront les prochaines étapes et potentiellement les solutions techniques qui pourront arriver sur le marché. Il y a un autre paramètre, alors on n'en a pas parlé, mais pourtant, ce n'est pas un paramètre qui me paraît anodin, c'est vérifier la possibilité de réconcilier cette notion d'éco-conception avec une notion de prix qui soit acceptable, acceptable pour les marques, acceptable pour les clients dans notre univers. Et c'est d'autant plus important que souvent, en amont de la filière, on constate qu'il y a potentiellement des fournisseurs de rang 3 qui ont des solutions techniques, mais avec des coûts, parce qu'ils n'ont pas été encore industrialisés ou alors ils ne sont pas complètement répandus, avec des coûts qui peuvent être 5 à 7 fois supérieurs au prix traditionnellement pratiqué. Donc ça, c'est vraiment un élément clé également et qui peut être parfois un frein à l'éco-conception. Donc, on a quelques petits succès, je dirais, ou en tout cas succès techniques, et on a réussi un petit peu à tordre le cou dans une première approche pour pouvoir réconcilier tous les paramètres que je viens d'évoquer. On est actuellement en train de lancer un produit de lingerie corsetterie, son nom c'est Chantel One, et donc on a on s'est dit, voilà, on fixe le cahier des charges un petit peu comme on l'a fait dans les ateliers précédents. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir de déchets de matière chez les fabricants, de mailles, d'élastiques,
comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir de chute de confection. Et ça, c'est inhérent à la fabrication de la linge et corsetterie, on génère toujours des déchets. On s'est dit comment ne plus avoir de produits finis qui ne soient pas revalorisables après un usage forcément durable par la consommatrice. Et comment récupérer le produit pour pouvoir le recycler, parce que là, le rendre recyclable et le recycler, et donc créer potentiellement un gisement de matière. Ça, la réponse, en fait, on a un premier élément de réponse par une collaboration entre les fabricants de polymères, les fournisseurs, nos fournisseurs tricoteurs, et puis l'organisation de Chantel qui permet de confectionner et donc de récupérer les déchets, une solution industrielle ensuite pour pouvoir recycler tous ces produits et collecter les produits finis une fois qu'ils ont été usagés. Voilà, donc en fait, on avance de façon itérative et on essaie d'apporter, de faire avancer cette démarche d'éco-conception au quotidien. Mais on le voit au travers de cet exemple, notre business, il est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de composants. Alors, on est confronté à des soutiens-gorge qui peuvent utiliser, notamment quand ils sont armaturés. Hein, c'est un élément qui a tourné pas mal dans les ateliers précédents. On utilise souvent une vingtaine de composants à peu près pour faire un soutien-gorge. On doit trouver des solutions qui soient moins impactantes d'un point de vue environnemental, avec un mix de matières qui est parfois élastique, parfois rigide, avec des fibres synthétiques, des mélanges potentiellement de fibres naturelles ou artificielles, des mélanges de métal, voire de plastique. Bref, c'est un élément hyper copieux. Et donc, à chaque fois, parce que c'est certainement une des recettes, et en tout cas, c'est ce que nous, on essaie de faire valoir, on apporte des solutions pragmatiques point par point et on avance point par point. J'ai bien aimé l'intervention, la restitution du premier groupe qui disait, voilà, les premières familles de matières ont été identifiées, on apporte des solutions. Là, aujourd'hui, on identifie que les mousses, les coques sont des éléments importants de façon très humble. On a ce type d'approche et on essaie, famille de matière par famille de matière, de craquer des solutions pour pouvoir être de plus en plus éco-conçus. Voilà. Je ne sais pas si tu peux compléter, Marie, sur tout ce process qui consiste à remplacer nos matières originales. Effectivement, on en a parlé en atelier. Enfin, il y a eu d'ailleurs 2 ateliers qui en ont parlé. Donc, c'est vraiment un sujet au cœur de nos attentes de savoir comment faire avec nos matières. Et du coup, l'idée, c'était de vous partager un peu, nous, comment on essaye de s'en sortir, comment on s'organise en interne pour essayer de remplacer nos matières génériques avec un versonnage éco-conçu, tout en prenant en compte les caractéristiques techniques qui font toute la complexité du chantier dans la lingerie. Donc, ce qui a été évoqué plusieurs fois en atelier, c'est qu'effectivement, là où il y a un degré de difficulté moindre, ça va être là où on va s'attaquer aux matières identitaires sur les nouvelles lignes. Parce qu'effectivement, là où en fait au fournisseur, on va lui demander une matière, une dentelle ou un tulle fantaisie qui soit éco-conçu au lieu d'être standard, disons que ça ne va pas impacter le développement qui va s'en suivre en mise au point pour produire les produits et pour garantir le bien-aller des produits, puisqu'en gros, on est en phase amont de la création du produit. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que je pense que tout le monde autour de la table est le plus à l'aise à faire aujourd'hui. Et en tout cas, ce qu'on essaye de mener en parallèle de ce chantier d'introduire, de se forcer à introduire le maximum de matières éco-conçues sur des matières identitaires, on a donc un groupe de travail en interne qui travaille au remplacement progressif de nos matières génériques. Alors, bien évidemment, dans nos composants, il y a les armatures et les agrafages sur lesquels on n'a pas encore craqué la recette magique. Mais quoi qu'il en soit, pour tout ce qui va être
bretelle ou double rigide, tulle rigide, qui va être des bordures, en gros toutes ces matières issues de textiles qu'on va réussir à retrouver sur énormément de nos produits en multimarque au sein du groupe. Là, on essaye en tout cas progressivement, les achats en tout cas travaillent progressivement à trouver un versionnage offrant un impact environnemental qui soit moindre par rapport à la version précédente. L'objectif étant bien évidemment, au fur et à mesure de ces remplacements et de ces nouveaux sourcings, de pouvoir intégrer ces matières dans nos produits déjà existants. Alors forcément, si on remplace juste un fond de coton en coton biologique ou une bordure en matière recyclée, ça ne va pas être forcément ultra significatif par rapport aux produits au global. Cela étant dit, si on prend de la hauteur et qu'on regarde les volumes d'achat progressifs qu'on va réussir à faire en matière éco-conçue, c'est là où ces petits gestes sur les matières génériques vont avoir un impact sur le long terme. Et bien sûr, en gros, le nec plus ultra dans la démarche d'utiliser le plus de matières éco-conçues, c'est de réussir, en tout cas, c'est un objectif sur lequel on travaille en interne, c'est de réussir à faire en sorte que nos lignes qui sont en fond de collection, qui restent en permanence et qui sont déjà en gros des best-sellers, puissent être versionnées en matière éco-conçue. Et c'est là où il y a toute la difficulté, puisque donc certes on travaille sur nos matières génériques qui se retrouvent à la fois sur nos nouvelles lignes et nos lignes permanentes, mais en même temps du coup l'enjeu ça va être de contre-typer, en tout cas de trouver une version sur nos matières identitaires des lignes qui sont déjà en collection en version donc éco-conçue. Et en fait, là où c'est assez complexe, c'est que ça va dépendre des capacités des fournisseurs avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années. Et aussi, l'enjeu, ça va être de garantir une promesse client intacte. C'est-à-dire qu'on veut offrir, on tient vraiment à offrir le même confort, la même douceur et le même maintien et la même durabilité de nos produits, qu'on soit sur une version éco-conçue ou traditionnelle. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez complexe, sans parler en plus de l'enjeu des caractéristiques techniques qui font qu'on essaye que ce soit vraiment transparent en interne, en usine, le fait de passer sur des matières éco-conçues. Alors, mis bout à bout, si on regarde ce qu'on essaye de faire à la fois sur les nouvelles lignes, sur nos matières génériques et sur le fonds de collection, on a déjà réussi à le faire sur une ligne best-seller de Chantal Thomas, par exemple. On s'est fixé un objectif assez ambitieux qui est de faire en sorte qu'en 2025, 70% de nos collections soient éco-conçues. Ça, c'est si on regarde toute marque et toute catégorie. Et en fait, heureusement, on va dire, on a déjà depuis fin 2018, en fait, on avait commencé à cheminer sur l'éco-conception dans nos collections avec une première ligne Chantel qui était sortie au printemps-été 2020. Et là, en 2021-2022, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes qui vont sortir sur toutes les marques en éco-conception. Donc on espère tenir nos engagements qu'on s'est fixés en interne. On a essayé, ça c'est un partage d'expérience aussi, on a essayé de s'organiser en fait pour mener à bien cette démarche et on s'est référé à la norme ISO 26000. Alors la norme ISO 26000, ce n'est pas une norme certifiante, mais elle permet, ça nous est apparu comme étant un super outil pour pouvoir donner du sens à notre démarche RSE parce qu'elle répond à des questions centrales qu'on retrouve d'ailleurs dans les objectifs de développement durable, les ODD qui avaient été déterminés par l'ONU en 2015. Et donc ça a été un élément relativement structurant et ça permet d'éviter que les uns et les autres, à un moment donné, partent dans des directions qui sont opposées et que ça soit contre-productif en interne.
Ensuite, au niveau des certifications, de façon très concrète, la sécurité, l'aspect santé et sécurité des consommateurs, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, hein, je dirais, et qui avait été initié il y a assez longtemps. Donc, je ne vais pas dire il y a combien de temps, parce que vous verrez avec la couleur de mes cheveux que ça peut être il y a très longtemps. Et en fait, au final, on exige de nos fournisseurs qu'ils soient au Cotex depuis très longtemps. Et les produits Chantel, la marque Chantel, est certifiée au Cotex depuis 2012, hein, les produits du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait relativement anticipé. Mais il est vrai aussi, et ça faisait partie des questions, si j'ai bien compris, au préalable d'un des ateliers ce matin, qu'avec l'émergence et la montée en puissance et des préoccupations RSE, on a un fourmillement de labels, de certifications qui apparaît, et que déterminer celles qui sont les plus pertinentes, les plus lisibles, les plus compréhensibles par nos clients, c'est pas forcément évident. Donc Marie, Ouais, en fait, effectivement, par rapport à ce sujet, donc tout à l'heure, je vous parlais du fait que pour s'onboarder, on va dire en interne, on avait fait appel à une consultante pour se familiariser avec toutes les notions d'éco-conception. Et du coup, l'éco-conception, comme on vient de le dire, ça englobe aussi, c'est pas seulement les matières, mais c'est aussi les labels et les certifications. Et effectivement, dans cette démarche où, quand on a démarré officiellement, la sensibilisation à la RSE en interne et qu'on a constaté toute cette jungle de certificats, comme le mentionnait Dominique, et comme j'imagine que vous en avez discuté précédemment pendant les ateliers du groupe 2. Effectivement, on a ressenti le besoin d'avoir à la fois un avis externe qui nous éclaire sur tous ces labels, et aussi il y a eu un gros travail du côté des achats pour vraiment rentrer en collaboration avec les fournisseurs et pour comprendre comment ils se positionnaient et quelle était leur prise de position en interne sur leur matière et sur leurs conditions de travail. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu avoir vraiment une vue globale sur tous les certificats et labels en regardant non seulement l'impact environnemental, mais aussi l'innocuité produit dont parlait Dominique, qui est garantie par Ecotex, mais il y a d'autres labels aussi qui proposent, qui répondent à ces critères, et aussi, bien sûr, les conditions de travail des fournisseurs. Et du coup, l'objectif étant, in fine, de réussir à comprendre quels étaient les labels les plus pertinents, à la fois pour nous en tant qu'industrie de lingerie, mais aussi à l'échelle globale, qu'est-ce qui est le plus parlant pour le consommateur et qui est le plus attendu aussi par nos grands magasins, leur cahier des charges, etc. Donc, en synthèse, les choix aujourd'hui au Cotex, hein, on l'a indiqué depuis 2012, sur les matières naturelles, le certificat GOTS, sur des matières recyclées, des certifications GRS. Ça, c'est clairement pour nous ce qui nous semble intéressant à ce stade. Et puis, bien entendu, auprès des fournisseurs, toute démarche qui vise à bien gérer cette démarche environnementale, les fournisseurs qui sont certifiés ISO 14000, ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et bien entendu, tout type de certification ou initiatives sectorielles qui permettent de garantir que les conditions de travail sont parfaitement respectées. On parle de SA 8000, de VRAP ou d'initiatives telles que BSCI ou CEDEX. Ça, ce sont des labels ou certifications qui nous intéressent au premier chef. Mais on est aussi relativement convaincu, et ça a également été abordé ce matin, que c'est certainement que le premier étage de la fusée, hein, et que demain, à l'heure où l'affichage environnemental pointe le bout de son nez, il va falloir apporter des preuves tangibles sur l'éco-conception et les résultats de l'éco-conception, le niveau en tout cas d'impact environnemental de nos produits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui, hein.
et vraisemblablement que le système la méthode de l'analyse de cycle de vie qui est discutée d'un point de vue européen sera au cœur de notre travail dans les mois qui viennent. Et c'est bien parce que quelque part, je voyais des publications encore ce matin, ça permet de contribuer à non pas afficher une claim, je dirais marketing, mais à apporter vraiment des éléments de preuve sur la pertinence des choix d'éco-conception qui ont pu être faits sur les produits des marques. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marie, mais voilà le témoignage qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. C'est encore une fois pas du tout exhaustif, c'est très itératif, mais c'est l'état de l'art pour nous à ce stade. Marie, vous aviez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Non, enfin, si ce n'est peut-être pour compléter ce que disait Dominique. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel on se force d'être le plus rigoureux possible par rapport à tous ces certificats, par rapport au besoin de communiquer des informations qui soient correctes en termes d'allégations et en termes de documentation. Il faut garder en tête, en tout cas, nous, on s'en rend compte, que c'est très, très important la collecte de données est vraiment un travail non négligeable et clé pour attaquer sereinement l'éco-conception, donc collecte de données auprès des fournisseurs pour pouvoir les réutiliser à bon escient.